8h25 sur iTélé, c'est l'heure de l'invité politique. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur iTélé. On va commencer avec un visage, celui de Theresa May, nouveau Premier ministre, Première ministre. Je ne sais pas, vous dites quoi d'ailleurs, vous, Britannique? Moi je dis plutôt Première ministre, mais il paraît qu'on dit Premier ministre. Mais moi j'aime bien féminiser les mots, voilà. Bon, ça me paraît normal de féminiser quand on peut. Les médias britanniques la présentent comme la nouvelle Margaret Thatcher. J'imagine que ce n'est pas trop votre tasse de thé? Non, pas vraiment, non. Et en plus, malheureusement, c'est le résultat d'un référendum où on a vu la droite en concurrence entre elles sur des positions parfois très racistes et xénophobes. Et je ne pense pas que l'arrivée de Theresa May soit une bonne nouvelle. Je pense que le parti conservateur britannique va encore se radicaliser sur des positions qui sont inquiétantes pour les travailleurs britanniques et pour les peuples européens. Pourtant, elle annonce un programme assez social. Elle dit vouloir s'occuper de tous les citoyens, pas d'une poignée de privilégiés. Ça vous convient? Oui, mais ça, c'est les mots. Il y a beaucoup de mots en politique, mais ce qui compte, c'est les actes. C'est les actes concrets. Or, tout ce qu'on a entendu dans la campagne du Brexit du côté de la droite britannique, c'était quand même des propos assez inquiétants sur la volonté d'amplifier notamment le recours au dumping social pour tirer les salaires vers le bas. Et d'ailleurs, les syndicats britanniques sont extrêmement inquiets. Autre thématique de l'actualité ce matin, la FNAC et ses magasins qui n'ouvriront finalement pas le dimanche. Les syndicats s'y sont opposés. J'imagine que vous félicitez ce matin. Mais c'est juste le début d'une bataille. Ce n'est pas terminé. Il va y avoir l'entrée en vigueur de la loi travail. Ça risque de changer les choses. Oui, c'est une bataille, mais ce qui me paraît incroyable dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que moderniser, maintenant, c'est ouvrir le dimanche, c'est que tout le monde travaille le dimanche, Beaucoup de salariés, ils sont favorables. Moi, j'ai l'impression que le progrès social, c'est plutôt d'avoir du temps pour le travail et de pouvoir bien travailler, mais d'avoir du temps aussi pour faire autre chose, pour se cultiver, pour sortir, etc. Il y a une espèce d'obsession, la modernité. Alors, il faudrait que tout le monde travaille le dimanche. Heureusement, il y a des salariés, des syndicats qui n'ont pas envie de ça, qui résistent, et ils ont bien raison. Ils essayent de protéger aussi leur temps de vie, tout simplement. Et en revanche, ils souhaiteraient, je pense tous, avoir de meilleurs salaires. Alors là, on baisse leur salaire et on leur dit, mais si vous voulez gagner un tout petit peu plus, eh bien, il va falloir travailler toute votre vie en permanence. Et ils auraient été payés double avec repos compensateur. Oui, d'accord, mais parce qu'on bloque les salaires. Les salaires n'augmentent plus dans les entreprises. Il y a des entreprises en France, des grandes entreprises, dans lesquelles depuis 3 ans, il y a eu 0 augmentation de salaire. On fait rentrer plus de précaires, on fait travailler les gens à temps partiel. Il y a des millions de gens qui gagnent moins de 1 000 € dans le pays, des gens qui travaillent. Alors évidemment, on ne peut pas vivre comme ça. Alors après, on dit aux gens, travaillez le dimanche, faites un peu plus d'heures supplémentaires. Pendant ce temps-là, il y a des millions de gens au chômage. C'est une vision de la société que nous ne partageons pas. Et je pense que ça n'est pas le progrès social d'avancer vers ça, c'est l'inverse. Avec la loi travail, il y aura possibilité de référendum en entreprise. Si les salariés disent oui au mois de janvier, les salariés de la FNAC, oui, eh bien, on verra. On verra. Bon, ce référendum, il a été institué dans la loi pour contourner l'avis majoritaire des syndicats. Donc, dans un premier temps, on a dit on fait un progrès. Il faudra maintenant l'avis des syndicats majoritaires. Maintenant, on essaye de les contourner. Ceci étant dit, je rappelle qu'il y a des entreprises où les patrons ont utilisé le référendum. Parfois, ils ont fait jouer le chantage, comme chez Smart, en disant si vous ne votez pas, on fermera l'entreprise. Et donc, il y a des gens qui ont, pas d'ailleurs les ouvriers, mais les cadres qui ont dit bon oui, on va voter. Mais il y a d'autres entreprises comme le BHV où les salariés ont voté contre l'ouverture du dimanche. Donc la bataille, elle va continuer. Oui. La loi travail va être promulguée dans les prochaines semaines. Vous appelez toujours à une reprise de la mobilisation au mois de septembre? Oui. C'est pas un combat perdu d'avance? Non, pas du tout, parce que je pense que la vie montrera que cette loi est une grave erreur du point de vue de la lutte contre le chômage, alors qu'elle a été présentée pour ça. Ce qu'on organise avec la loi travail, c'est la possibilité, par des accords entreprises qui vont déroger au droit du travail et aux garanties collectives, de tirer vers le bas les conditions des salariés. Donc ça va être la course au dumping social pour être le moins cher possible sur le marché. Et c'est les salariés qui vont payer l'addition. Ce qui est sûr, c'est que cette loi, elle va laisser des traces au sein de la gauche. On voit un gouvernement d'un côté, les frondeurs, la gauche de la gauche.
À l'arrivée, c'est bon pour la droite et pour le Front National, tout ça? Non, c'est surtout mauvais pour la démocratie, parce que le gouvernement impose cette loi alors qu'il n'a pas de majorité, il n'est pas soutenu dans l'opinion. J'ai vu une enquête qui a été publiée il y a 2 jours qui disent que 55% des Français sont favorables à ce que la mobilisation se poursuive. Donc il y a un soutien de l'opinion publique qui ne s'est jamais démenti pendant les 4 mois de ce mouvement. Moins de monde dans les manifestations sur la fin. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a dit. Mais tout simplement parce que quand on fait un mouvement pendant 4 mois, les gens ne sont pas tous en même temps dans la rue et en grève. Mais la réalité, c'est qu'il y a un soutien majoritaire dans le pays à ceux qui se sont opposés à cette loi. Et le gouvernement n'a pas obtenu de majorité au Parlement. Je rappelle que ni en première lecture, ni en deuxième lecture, il n'a pu faire voter la loi. Donc, elle a été imposée par un coup de force antidémocratique qui s'appelle le 49.3, qui est une disposition d'ailleurs qui devrait disparaître de la Constitution si on était une vraie démocratie. Eh bien, évidemment, le prix politique à payer pour le gouvernement va être très lourd. Peut-être la place pour le deuxième tour de la présidentielle? Ben moi, je ne l'espère pas. Mais c'est une inquiétude aujourd'hui pour vous? Bien sûr que c'est une inquiétude, parce que cette trahison du gouvernement a laissé beaucoup de traces, effectivement, chez ceux qui ont voulu le changement. Et donc, il y a de l'amertume, de la déception, de la rage, de la colère. Et moi, je pense qu'il faut transformer ça en une nouvelle énergie pour reconstruire la gauche. Mais évidemment, cette gauche, elle ne peut pas être représentée par ceux qui ont conduit la politique depuis 5 ans. Pour 2017, justement, vous soutiendrez qui? Pas Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien compris? Non, on n'a pas dit ça. Moi, je travaille... Non, je n'ai pas écarté la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je dis que je souhaite une candidature plutôt que d'avoir plusieurs candidatures. Je ne suis pas favorable à la candidature de François Hollande, mais plutôt que d'en avoir plusieurs à gauche de François Hollande, je n'en voudrais qu'une. Donc je vais travailler avec les communistes jusqu'à la fin de l'automne pour essayer d'obtenir une candidature et pas 3 ou 4. C'est un tout sauf Hollande, comme on a connu un tout sauf Sarkozy? Non, c'est pas tout sauf Hollande, c'est qu'on voit bien que Hollande ne peut pas prétendre, après ce qui s'est passé depuis 5 ans, représenter les forces de gauche parce qu'il aura tourné le dos. Et les 6 derniers mois ont été éloquents. La déchéance de nationalité, la loi travail, même à un moment donné la tentation d'interdire les manifestations. Tout ça n'a rien à voir avec la gauche. Donc il faut une autre candidature. Mais je dis, il en faut une autre, pas 3 ou 4 autres. Vous avez mis des réserves sur le cas de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous êtes fâché? Non, c'est parce que, tout le monde le sait maintenant, je veux dire, on l'a dit et redit, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de partir seul au moment où précisément nous essayons de construire ce rassemblement. Et évidemment, ça handicape ce travail-là, mais ça ne nous empêche pas de le poursuivre. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon fait partie, évidemment, des forces que nous voulons rassembler, puisque nous avons déjà travaillé ensemble à construire le Front de gauche en 2012, et que ce que nous cherchons à faire, c'est le Front de gauche plus large encore, avec plus de monde, avec des écologistes, des socialistes en rupture avec la politique gouvernementale. Vous avez d'ailleurs organisé un dîner secret tous ensemble, ITélé le révélait la semaine dernière. Non, mais c'est pas secret, c'est que moi, je le dis depuis des mois, je suis transparent sur ça. Moi, je parle avec tout le monde. Je parle avec Jean-Luc Mélenchon, évidemment, puisque nous avons été partenaires dans le Front de gauche. Je parle avec les socialistes qui sont en rupture avec la politique gouvernementale. Arnaud Montebourg, vous l'avez rencontré, par exemple? Oui, mais bien sûr. Oui. Mais je parle avec tout le monde. J'essaye de nouer les fils du dialogue entre les uns et les autres, avec Cécile Duflot, et nous cherchons une voie commune. Je ne sais pas si nous y parviendrons. Je pense que si nous ne parvenons pas à ça, nous prenons un risque très grave face au risque de retour de la droite et de l'extrême droite. Donc moi, je ne vais pas ménager mes efforts pour arriver à ça. Et je vais poursuivre ce dialogue. À la fin de l'été, nous tiendrons les uns et les autres des universités d'été, pas la direction du Parti socialiste qui a décidé de ne pas en faire, mais il y en aura d'autres. Les frondeurs vont se réunir. Nous avons une université d'été, les communistes, les écologistes aussi, d'autres formations. Bien, nous allons nous rendre les uns chez les autres. Pierre Laurent, vers qui plus naturellement vous vous tournez? Vous avez cité Arnaud Montebourg, Cécile Duflot. Oui, mais justement, je ne veux pas choisir un maintenant. Nous allons faire notre choix au mois de novembre. Et parce que je veux préserver les chances que nous aboutissions à une candidature. Et je ne pense pas que ce soit le nom qui va créer ce rassemblement. C'est plutôt le contenu. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas Emmanuel Macron. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, mais c'est évident. Emmanuel Macron a été celui qui a poussé en avant la logique libérale de ce gouvernement et la conversion libérale. Il a même été nommé par François Hollande en même temps que Valls pour ça,
pour pousser les feux d'une politique libérale que nous combattons. Et il n'y a rien de moderne. J'entends tous les jours dire que Macron est un homme moderne. 36% des Français souhaitent qu'il soit candidat à cette présidentielle. Oui, mais d'accord. Mais moi, je regarde son programme, je regarde ce qu'il fait comme ministre, je regarde ce qu'il y a dans la loi qui porte son nom. Et que nous avons discuté pendant des mois à l'Assemblée, qui a d'ailleurs été adoptée par un 49-3 aussi, la loi Macron, parce qu'elle n'avait, elle non plus, pas de majorité à l'Assemblée parmi la gauche. Donc, on me dit moderne, moi je dis c'est les vieilles recettes. C'est un vieux discours, on nous sort régulièrement quelqu'un qui dit « Ah mais moi je suis au-dessus, je suis ni de droite ni de gauche », et qui en vérité porte des programmes qui sont des programmes libéraux ultra classiques. Il faut qu'il quitte ce gouvernement ? Mais ça, c'est une affaire interne au gouvernement. C'est François Hollande qui l'a nommé ministre de l'économie. Et il savait pertinemment ce que pensait Emmanuel Macron, donc il ne peut pas faire mine de découvrir ce que pense Emmanuel Macron. C'est la politique qu'il a demandé de mettre en œuvre. Donc après, qu'il reste ou pas au gouvernement, il n'a pas c'est l'intention le problème. visiblement de s'en débarrasser, François Hollande. Non, je ne crois pas. Sinon, il ne serait pas ministre de l'économie. Il l'a mis là pour faire cette politique-là. Et donc, on voit ce que ça donne. Il a les logiques qui sont dans la loi travail, dans la loi Macron, dans toutes ces lois qui ont tourné le dos à une vraie politique de progrès social de gauche. Il en a été un des premiers artisans. Et François Hollande l'a souhaité. Donc François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron, pour moi, c'est la même politique aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure, bien sûr, le risque de voir la gauche absente du second tour de 2017. Dans un deuxième temps, il y a aussi les législatives. Et vous vous inquiétez du fait que, si ça se trouve, il n'y aura pas de groupe communiste à l'Assemblée à l'issue de ces législatives. Non, mais je dis, quand on va à une bataille politique, il faut être lucide. Je pense que si la gauche, celle qui est fidèle aux valeurs de la gauche, ne trouve pas les voies de son rassemblement, eh bien, le risque de dispersion face à la droite et à l'extrême droite peut conduire, à cause des modes de scrutin, parce que à l'élimination de la gauche d'un très grand nombre du deuxième tour de l'élection présidentielle, mais aussi d'un très grand nombre de circonscriptions. C'est ce qu'on a vu aux élections régionales. Et en partie, je le répète, à cause des modes de scrutin qui permettent cette élimination. Donc j'alerte contre ça. Et je dis, nous ne pouvons pas laisser faire ça, parce qu'on voit par exemple dans les régions où la gauche a disparu tout entière des conseils régionaux, nous sommes dans une situation d'anomalie démocratique. Il y aurait un moyen de corriger ça, c'est de mettre la proportionnelle dans tous les modes de scrutin. Ça nous est refusé, mais ce serait pourtant bien plus démocratique, parce que tout le monde serait représenté. Aujourd'hui, il y a en PACA et dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, il y a plus d'un tiers des électeurs qui n'ont aucun représentant dans le conseil régional. Ça ferait peut-être aussi à cause plus des modes de scrutin. Et je non dis que ce risque existe aux élections législatives prochaines si l'ensemble de ceux qui veulent des vrais choix de gauche ne se rassemblent pas. Ça risquerait pas de faire plus de députés Front National, par exemple, à l'Assemblée, cette proportionnelle ? Si, bien sûr. Non, la proportionnelle. Mais écoutez, c'est la démocratie. Je veux dire, en démocratie, chaque voix doit compter pour un. On nous a dit pendant des années, on ne fait pas la proportionnelle parce que ça va empêcher le Front National d'accéder. Mais le résultat, c'est que le Front National ne cesse de grandir. Donc cet argument, il ne tient plus. Et à un moment donné, il va même se retourner dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il va favoriser aussi le Front National. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc moi, je pense qu'un mode de scrutin ne doit pas résulter d'un calcul politicien. Un mode de scrutin, c'est un mode de représentation démocratique de la société. Et la proportionnelle, c'est le mode de représentation démocratique le plus juste. Par ailleurs, on le voit dans les élections, on utilise le mode de scrutin proportionnel, les scrutins de liste, ça permet aussi l'accession de plus de jeunes, ça permet la parité dans les assemblées. Donc c'est plus moderne et plus conforme à ce que nous avons besoin en matière démocratique. Pour terminer, un mot de l'Euro de foot, déçu, j'imagine, comme tous les Français ? Oui, bien sûr, déçu. En plus, moi, j'ai bien aimé l'équipe de France, qui nous a donné beaucoup de plaisir et qui a montré un jeu offensif qui était plaisant à regarder. Donc, c'est sûr qu'on est déçu. En même temps, il faut dire bravo aux Portugais, même s'ils ont gagné tous leurs matchs un peu de la même manière.
Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de franco-portugais qui sont aussi heureux de cette victoire. Faut les saluer, voilà, bravo pour leur victoire. C'est du sport, hein, tout ça, donc on va pas. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé que cette équipe de France gagne. Ouais. Et cette équipe de France, elle a réussi au moins une chose, à reconquérir le cœur des Français. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la classe politique en prenne un peu de la graine ? Bah, en tout cas, il y a une chose qui a été frappante dans cette équipe, justement, c'est l'esprit d'équipe. C'est le fait qu'elle a su faire dominer ses valeurs, ses valeurs collectives sur les égos. Alors peut-être qu'effectivement, en politique, ce serait utile parfois de faire dominer l'intérêt général sur les égos. Oui, moi, je suis à fond pour ça. Oui. Non. Didier Deschamps, président, alors ? Non, mais il faut pas mélanger. Non, il y en a qui sûr. essayent d'instrumentaliser ça dans un sens ou dans l'autre, c'est ridicule. Il y en a même parfois qui se prennent pour les sélectionneurs de l'équipe de France en donnant leur avis sur le fait qu'il faut prendre un tel ou un tel. Je pense qu'il faut que les dirigeants sportifs s'occupent de ce qu'ils ont à faire. Ils le font très bien. Et puis, ceux qui ont des responsabilités politiques devraient mieux s'occuper des choix pour le pays. Déjà, ça serait pas mal. Merci beaucoup, Pierre Laurent, d'avoir été ce matin notre invité. Tout de suite, le rappel des titres. Julien Néy. Seul